Je vous l'avais annoncé, gros plan ce matin sur un grand maître de la parole. Il sait manier les mots, un papier, un stylo, un micro. Voilà donc les principaux instruments de sa profession. Djamil Mamagao est slameur, un oratoire qui navigue entre poésie et musique dans lequel il s'émancipe clairement. Pour lui, les mots MOTS peuvent guérir les mots MAX de notre société. Une forme de catharsis, donc dirons-nous. Il prend la parole au mépris de la parole elle-même. On s'arrête donc un moment sur ce que propose cet artiste complet, parfois provocateur. Bien souvent, il assume sa personnalité et il arpente un univers assez éclectique. Bonjour et bienvenue Djamil. Salutations à toi, salutations à chacune et tous. Je suis ravi d'être là et de pouvoir partager ce moment. Un artiste totalement provocateur, j'ai envie de dire. Sinon... Cela me définit bien, cela me convient absolument parce que je considère que pour bousculer certains codes, certaines limites, certaines fixités, il faut oser bousculer les attentions, choquer aussi les regards, les prétentions que nous avons en nous emmagasinés. Je pense que ma démarche provocatrice repose sur cela, la déconstruction des certitudes pour proposer de nouvelles perspectives de vie, de pensée et de quête de soi. Djamil Mamagao, profession slammer. Tout à fait. Est-ce que c'est totalement convenable. C'est très bien pour moi. On ajouterait écrivain et ce serait totalement parfait. Voilà. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ce matin, on a décidé d'allumer les projecteurs sur vous parce que vous exercez une profession. Certains n'arrivent pas à croire, n'arrivent pas à concevoir qu'on peut exercer une profession slammer. Pour eux, ça relève, on va dire, du divertissement. Voilà, c'est un passe-temps. Bon, en 2-3 mouvements, on peut le faire à gauche, à droite. Et pourtant, non. Dans un coin de rue, dans un cabaret, dans un bistrot. Mais enfin, une profession, il est hors de question. Et pourtant c'est possible. C'est justement ce que j'essaie de montrer depuis bientôt 10 ans. Et depuis que j'ai quitté le Prytanée militaire de Bemberger et que j'ai décidé que, en dehors de ma formation journalistique, je ne ferais que ça, je m'applique à le prouver. C'est beaucoup de temps de travail, de la discipline, de la rigueur sur soi, de l'exercice permanent et constant. Et c'est beaucoup de quête de moyens financiers aussi. En vérité, personne ne le dit suffisamment, mais c'est aussi l'un des aspects très importants. Et c'est de la réflexion pour l'aspect branding, marketing, communication, positionnement, travail en studio, construire les chansons avec des musiciens, travail de la performance live et trouver aussi l'équilibre avec sa personnalité et le look qui va avec soi. Il y a un ensemble d'activités et de pratiques qui s'exercent autour de nous et sur lesquelles on prend appui et qui montrent que notre métier est sérieux, notre métier est durable. Et à partir du moment où nous arrivons à trouver l'équilibre entre l'objectif à atteindre auprès du public et le travail esthétique que nous avons à construire vis-à-vis de nous-mêmes, nous arrivons quand même à témoigner de la valeur ajoutée que nous apportons autour de nous, dans notre société et auprès des gens qui nous écoutent. Djamil Mamagao, on sait qu'une partie de ton travail consiste essentiellement à écrire. On sait également qu'en dehors de ce que tu chantes, tu as écrit bien d'autres œuvres, en dehors bien sûr de ce que tu chantes. Je veux parler de Odalisque par exemple, je veux parler de Mandela, La mort est dans l'attente, Corps à corps. Une saison en Afrique, que sais-je encore? Pourquoi est-ce que tu as choisi et comment est-ce que tu as choisi d'écrire après avoir pris part le Prytanée militaire? Alors, ça vient de toute l'expérience que j'ai emmagasinée au Prytanée en étant dans le groupe culturel Les Lucioles, qui, il faut le rappeler, est un groupe interne au Prytanée à l'époque où moi j'y étais. Et on avait l'obligation d'être formé à 4 niveaux au Prytanée, c'est-à-dire le niveau académique, le niveau sportif, le niveau militaire et le niveau artistique, le niveau créatif. Parce que l'éducation au Prytanée considérait que l'ensemble de ces niveaux-là formaient des élites. Et c'est de là que vient cette passion pour l'art, la créativité, l'écriture. Après,
il y avait 10 pratiques culturelles dans le groupe Les Lucioles. Moi, je les ai toutes faites pour essayer de trouver justement qui je suis. Parce que je suis boulimique, je suis curieux, j'ai envie d'en savoir plus. Et c'est à force d'essayer que je me suis dit, ça me convient mieux. Ça me va beaucoup plus. Et j'essayais aussi au final d'allier ma passion des musiques urbaines et ma passion de la poésie. Et l'équilibre est né avec cette perspective d'écriture-là. Après, il faut dire que ce qui fait que je passe de l'écrit sur livre à l'écrit oral, c'est qu'il y a deux manières d'exprimer ces ressentis qui ne sont pas pareils, en fonction des médiums. Et donc, à chaque fois, je cherche le canal le plus idoine pour extérioriser ce que je ressens, pour dire ce que j'attends de nos sociétés et pour insuffler la dynamique émotionnelle que j'ai envie d'atteindre en fonction du public, en fonction de la cible, en fonction des préoccupations et en fonction des intentions d'écriture. Tu avais quel âge quand tu sortais du Prytanée? Alors j'avais 17 ans et je crois que j'ai fait j'ai pris l'une des décisions les plus dures de ma vie. Et je suis content d'avoir essayé et osé faire ça. Et justement, ce sont les livres qui m'ont aidé à prendre ce genre de décision-là. À l'époque, j'avais lu un livre assez particulier qui avait tout changé en moi. C'est L'art d'être égoïste de Joseph Kirchner. Ce livre a changé ma vie, ma façon de voir, mon rapport à moi-même, mon rapport à mes décisions. Et donc, à 17 ans, j'étais capable de me dire, c'est ça que j'ai envie de faire. Je ne sais pas ce que ça sera, mais voilà, allez, on Tu étais essaie. pourtant plus proche des treillis. Oui, mais moi je considère qu'on fait un métier pour ce qu'on aime y être, déjà, pour la passion qui vibre en nous par rapport à cela, et pour le fait de contribuer à quelque chose qui nous dépasse nous-mêmes, en termes d'apport national. Je suis patriote par fonction, et je considère que si ce que je fais n'apporte pas un plus à ma patrie, allez, il vaut mieux aller là où c'est plus porteur. Tu as pensé beaucoup plus apporter par ton art que par les treillis. Tout à fait, parce que je considère que dans l'art, il y avait matière pour moi à être plus performant, plus... Dans les treillis aussi, tu pouvais défendre. Oui, mais peut-être que je n'aurais pas la même liberté d'expression, je n'aurais pas la même capacité d'impact, je n'aurais pas la même possibilité d'exploration stylistique, esthétique et de me dire à la hauteur de ce que j'attends de moi. Sur la route de ton destin tracé par autrui, tu as reçu l'appel de ta conscience, l'appel, on va dire, de ton chemin que tu t'es tracé toi-même finalement. C'est-à-dire la poésie, c'est-à-dire le slam, c'est-à-dire l'art dans son entièreté. Quand tu as pris la décision, tu es allé voir tes parents, écoutez, c'est bon, on écrit, ça va, je ne veux pas être un homme de kaki, je veux être un homme de micro. Quelle a été leur réaction? Ouh, quelle belle époque. En vrai, c'était très très dur pour mes parents. On te voyait déjà sous-officier. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup qui ont le même niveau de parcours que moi, qui sont actuellement capitaines ou un peu plus. Mais en fait, mon père... Mon père n'en revenait pas. Je pense que c'est lui qui était le plus... Il était choqué? Le plus choqué. Oui, mais bien, déçu? Mais bien sûr. Alors, Il déçu... venait de perdre un fils. Je veux dire, je pense surtout qu'il était inquiet. Et je pense que quand on est père, c'est la réaction normale. Parce qu'il avait déjà vu une perspective, pas toute tracée, mais plus sûre. Et je pense que tout père a envie de sécurité pour son enfant. Tout père a envie que son enfant ait une voix qui le rassure. Après, de sécurité sociale. Voilà. Sécurité sociale, sécurité financière, sécurité en termes de projection d'avenir. Et ça, moi, à cet âge, je n'aurais pas pu le comprendre. Mais voilà, je pense que mon père avait été littéralement choqué par ça. Il en avait parlé à tout le monde. Et tout le monde essayait de me convaincre, de me faire revenir à la raison. Parce qu'ici, justement, dans notre pays, les arts, les métiers des arts ont encore besoin d'être
de bénéficier de structuration. Et nos médias, comme les vôtres, doivent davantage inculquer aux populations les possibles qu'offre tout ce qui est métier au-delà de l'administratif et au-delà des métiers classiques que nous avons toujours eus. Et c'est pour cela que je suis très honoré de savoir que aujourd'hui, célébration de la journée de travail, on fait un focus sur un métier artistique. Ça montre qu'on est dans de nouvelles perspectives d'enseignement auprès du public. Et ça, mon père n'aurait pas pu le comprendre à l'époque. Mais aujourd'hui, avec les résultats que mon travail, mon abnégation, mon courage, ma détermination, ma passion apportent, il se dit, bah, au final, ce gars, il n'était pas... il n'était pas si con, finalement. Il n'était pas si con que ça. En vrai, tu es en train de nous dire que tu es arrivé à le convaincre que tu vis de Absolument. Et ma mère aussi, parce que ma mère culpabilisait d'entendre que c'était par sa faute que j'avais choisi ce chemin, alors qu'elle n'en savait rien absolument. Elle était aussi littéralement choquée. Quelle mère ne voudrait pas que son fils soit dans un système qui lui rapporte de l'argent pour prendre soin d'elle? Mais voilà, je pense que c'est l'endurance, la structuration de soi-même lorsque l'écosystème ne le permet pas. L'épargne, le réinvestissement financier et surtout le travail permanent qui permet de convaincre les gens de ce qu'on a raison de faire ce qu'on fait quand ça a de la valeur, quand ça apporte une plus-value dans sa propre vie et dans la vie des autres. Voilà. Ali Jamil, tu es comme un train quand c'est lancé, c'est que c'est lancé. Mais certaines personnes éventuellement peuvent se dire, mais finalement, mais c'est qui ce monsieur qui nous balance dans la télé ce matin, qui fait des natures la tête, qui a une combinaison totalement relou, qu'on ne comprend pas, ben on va essayer de leur faire voir ce que tu fais. Et on a choisi l'un de tes tout derniers, Aimons-nous vivants, qui est un hymne finalement, je vais dire à l'amour, à la fraternité. Aimons-nous vivants dans votre télé, Jamil Mamagao. N'attendons pas. Quand la vie s'était dans nos yeux, n'attendons pas. Que nos voix s'éteignent dans les cieux. Aimons-nous, aimons-nous, aimons-nous vivants. Aimons-nous, aimons-nous, aimons-nous vivants. Aucune larme sur la tombe ne peut noyer la mort. La splendeur des hommages ne conjure pas les remords. Souvent les amours posthumes sont des mascottes d'imposture. Et quand on tient vraiment à quelqu'un, c'est vivant qu'on noue le nœud des liens. Pas après le bon moment pour exprimer la teneur de ses sentiments. Ce n'est pas après qu'il faut appeler, chérir, courir et s'enquérir des nouvelles. Ce n'est pas après qu'il faut partager ce câlin qui apaisera l'âme. Non, ce n'est pas après qu'il faut accorder son pardon quand son cœur le peut encore. Et puisque l'après n'est qu'une illusion, ne reportons pas les marques d'affection, parce que l'incertitude d'être en vie, c'est la seule certitude que la vie nous garantit. Donc, quand la vie se tait dans nos yeux, n'attendons pas que nos voix s'éteignent dans les cieux. Aimons-nous, aimons-nous, aimons-nous vivants. Allez, on voit donc Jamil Mamagao, Aimons-nous vivants, qui, donc, comme on l'a rappelé, est un hymne finalement donc, à la fraternité, à l'amour. Mais
quand on interroge un peu le choix esthétique, je pense qu'il y a de la matière, il y a du grain à moudre. Déjà, pourquoi avoir choisi de tourner en blanc et noir? Et on voit la scénographie, on voit des inserts, un œil, des yeux, des lèvres. Bref, c'est tout un cocktail finalement que tu as choisi de nous offrir gratuitement. Mais oui. En vrai, ce qui m'a beaucoup plu avec ce projet, c'est que je trouvais que c'était assez important avec le travail visuel de rendre un esprit très atypique de mon approche créative. Parce que j'ai envie à chaque fois que les gens dépassent le regard premier. Et c'est ce que j'essaie de faire mettre en avant à travers le travail visuel que je fais. Et aussi, ce que j'ai envie que les gens perçoivent, c'est le sens du détail, le sens des particularités, le sens et l'importance des éléments qui nous paraissent anodins. La valeur, par exemple, du regard, la puissance des lèvres, la puissance de l'élocution et de l'expression du visage. Ce sont des détails qui absolument m'interpellent et qui font que dans l'ensemble de mon travail, j'essaie d'apporter une sorte de spécificité visuelle qui s'appuie sur des références africaines, mais aussi qui essaie d'aller chercher dans des détails afrofuturistes, qui essaie d'aller chercher dans des éléments de sensibilité qui touchent au cœur. Voilà, donc Aimons-nous vivants, c'est effectivement un titre qui a envie vraiment de nous rappeler à nous-mêmes que l'amour est une expression précieuse en nous qu'il faut avoir le courage de dévoiler pour vivre pleinement ce qu'on ressent. Et comme pour symboliser finalement, on va dire, cette exhortation à l'amour, il y a ces voix d'enfants qu'on entend là qui nous parviennent au loin, qui nous disent « aimons-nous vivants ». Tout à fait, c'est l'avenir. L'idée, c'est que nous devons faire un réapprentissage. Et le réapprentissage doit commencer dès le bas âge. Et en fait, on nous a trop tagués en tant qu'Africains d'une incapacité d'exprimer nos sentiments qui n'est pas vrai et qu'il faut déconstruire. Ou même si c'est vrai, qu'il faut maintenant réinvestir autrement. Et par qui? Les enfants. Il faut leur donner de la matière à s'aimer entre religions. Vous le remarquez justement à travers les toges qui se côtoient au début du clip. À s'aimer, peu importe leur classe sociale, leur référence de vie, leur lieu de vie, leurs appartenances, tous ces éléments-là. Et c'est pour cela le blanc-noir, le noir et blanc. C'est pour l'intemporalité, mais aussi pour tuer l'idée de toutes les différences absolues qu'on se crée par le regard et revenir à l'essence même du soi, le neutre. Le neutre en nous est la possibilité de dire nous sommes capables de faire l'effort, nous sommes capables d'exprimer ce qu'on ressent. Et c'est en exprimant ce qu'on ressent qu'on le vit mieux, qu'on en prend conscience, qu'on l'investit davantage et qu'on se libère finalement de tout ce qu'on a pu emmagasiner comme frustration, comme gêne, comme remords, comme colère, comme émotion qui ne nous apporte pas de la pureté, de la positivité intime et intérieure. Voilà. L'écriture est une solitude en quête de compagnie. Comment est-ce que tu expliques cette pensée, ta pensée? Alors, pour moi, écrire, c'est aller chercher les autres dans leur retranchement. Mais on écrit d'abord à partir de son intérieur, à partir du souffle qui nous anime, à partir de l'intimité profonde qu'on a envie de quêter soi-même. Et c'est parce qu'on arrive à fouiller en soi qu'on peut ensuite maintenant aller à la rencontre des autres avec ce qu'on est, avec ce qu'on apporte et créer un dialogue, créer des duologues, créer des moments d'échange et de rencontre avec les personnes qui nous lisent, qui nous découvrent, qui nous entendent. Pour moi, c'est ça l'écriture. Et c'est en ça que l'écriture m'a sauvé. Parce que l'écriture m'a permis de penser des choses intérieures
qui auraient pu grossir et qui auraient pu devenir des abcès. Et l'écriture m'a permis de les crever et d'aider d'autres à faire le même cheminement que moi. Et c'est pour cela que l'écriture est une solitude, parce que c'est un moment en soi qui maintenant va trouver les autres pour l'échange, pour le dialogue, pour la rencontre. Tu as envie de nous parler aussi de ta lutte en faveur de l'albinisme? Absolument, ça c'est une cause qui m'anime depuis 2013, quand j'ai regardé un documentaire à la télévision et je découvre que dans des régions de nos pays, du continent, que nous avons encore des mensonges, des préjugés, des idées reçues qui se perpétuent et qui font que des gens meurent et ne vivent pas dans la liberté d'être et dans la possibilité de s'assumer pleinement. Et cela m'a interpellé, d'ailleurs, de voir qu'il y a des mutilations, de voir qu'il y a des attaques, de voir qu'il y a aussi d'autres aspects plus personnels, c'est-à-dire liés à la santé, que ces personnes vivant avec l'albinisme essaient de gérer au quotidien, chaque jour, et qu'en plus d'autres veulent rendre exceptionnel au-delà de la réalité. Et donc, c'est une cause qui m'a tout le temps interpellé et pour laquelle, progressivement, je fais un travail, notamment de sensibilisation, d'œuvres qui vont permettre aux personnes vivant avec l'albinisme elles-mêmes de mieux comprendre leur peau, de mieux s'adapter à leur peau, de prendre les pratiques nécessaires pour se protéger, mais plus loin encore de proposer des perspectives de solutions, parce qu'il ne faut pas juste être du côté de ceux qui se plaignent, il faut aussi apporter des pistes. Et donc, je travaille à, par exemple, la création d'un centre de prise en charge d'urgence des personnes vivant avec l'albinisme. Et à mon échelle, je ne suis pas le plus riche de l'humanité, donc je fais étape par étape, patience après patience. Et je pense qu'il faut arrêter de faire entendre des mensonges autour des personnes vivant avec l'albinisme. Elles n'ont absolument aucune magie en elles. Elles ne rendent riche personne, sinon elles seraient d'abord elles-mêmes les plus riches de l'humanité. Elles cherchent leur part de vie, elles cherchent un peu de bien, un peu de réussite, un peu de bien-être, un peu d'argent, un peu de tout ce que nous cherchons tous. Et elles essaient de faire en sorte de s'en sortir. Donc, il faut les laisser en paix, il faut les laisser se battre, quoi. Voilà. Le message, il est entendu 5 sur 5. Alors, voilà, on n'a malheureusement pas le temps de voir ce magnifique clip, mais on peut peut-être éventuellement voir les images. Oui, le temps, il est complètement passé. Il nous reste 5 minutes pour, comme on le dit, boucler l'affaire Djamil Mamaga. On va quand même voir avec Razak, bien sûr, quelques images de ce clip sur l'albinisme que vous faites en guise, donc, finalement, donc on va dire ainsi, de sensibilisation. Tout à fait. En guise de sensibilisation. Est-ce qu'on a le clip sur l'albinisme? Djamil, moi je pense que tu vis dans un monde exceptionnel d'amour, de partage et de solidarité, j'ai envie de dire. Mais franchement, est-ce que tu vis de ton art? Absolument. Depuis 2014. Et c'est ça qui est le plus passionnant dans mon métier. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai décidé que je veux en faire mon métier, j'ai commencé par me poser les questions nécessaires autour de mon métier. Et cela implique comment on peut gagner sa vie avec, comment on peut faire en sorte de durer sur le temps. Alors, est-ce que je suis le plus riche de l'humanité? Pas encore. Mais je pense que à force d'épargne, de réinvestissement, c'est possible, c'est possible. Et vivre de son art, c'est se nourrir sa famille, pouvoir faire des investissements, pouvoir s'habiller, pouvoir continuer à exister, pouvoir continuer à alimenter son art. Et quand j'enregistre mon album à mes frais, quand j'enregistre mon nouveau projet à mes frais, tout ça est effectif aujourd'hui. Ah mais oui, voilà. Je vis de mon art parce que j'y crois, parce que je structure.
Et même que je considère encore que je fais beaucoup d'erreurs. Donc voilà. Alors Jamil, il n'y a pas si longtemps, il y a juste 3 semaines, tu as organisé ton concert, le Jam du Jam. Tout à fait. On va voir à quoi ça ressemble quand tu étais sur scène. Tu as un petit récap de tout ce qui s'est passé au Africa Sound City. C'est bien. Donne-moi la main de ton cœur, que j'entende battre le battement de ton pouls. Et comme tu en as dans ta poitrine, j'ai aussi un rythme qui danse dans la mienne. Et comme tu en gardes sur tes lèvres, je sais aussi porter un sourire. Je suis donc comme toi, une part à part entière du monde. J'ai peut-être une peau de soleil, mais je reste quand même un humain qui se nourrit d'espoir. Voilà donc à quoi ressemblait quelque peu ce concert. C'était au Africa Sound City il y a quelques semaines déjà. Mais tu as quand même aussi été choisi par le gouvernement finalement, le ministère de la Culture, la Galerie nationale, pour porter, pour accompagner ce projet Expo Art du Bénin, d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Tu étais sur la nocturne, l'une des nocturnes à Cotonou. Tu as suivi les biens culturels finalement la partie contemporaine. La partie contemporaine qui est allée au Maroc pour l'exposition. Tout à fait. Raconte-nous un peu en 30 secondes. Alors, c'était une expérience passionnante. J'ai eu la chance d'être pris pour mon côté contemporain, justement, parce que je casse les codes, parce que j'intègre dans mon travail, justement, la fraîcheur, mais aussi l'ancestralité, parce que mon travail de voix et de mise en présence sur scène met en exergue les particularités de notre pays. Et il s'agissait pour moi d'aller au Maroc pour justement présenter le Bénin sous mon regard. 1 heure de spectacle où je fais voyager le public entre du nord au sud, de l'est à l'ouest, de toutes les cultures qui se côtoient, notre diversité, notre richesse, nos particularités, notre authenticité, nos lieux, nos espaces géographiques, notre ambiance de vie, nos codes linguistiques. Et il fallait faire vivre cet ensemble-là pour que les populations du Maroc nous découvrent, les diasporas, revivre l'ambiance du pays et veuillent revenir. Voilà. Alors, avant de te laisser filer, Jamil, on va découvrir ce nouveau projet que tu as mis en place, Slam de rue. On va voir l'affiche tout à l'heure. Slam de rue, c'est finalement le slam qui retourne à ses origines, parce que le slam est un art de rue. Tout à fait. C'est comment je fais une immersion auprès des populations qui vont me découvrir à travers un partage interactif, à travers des textes improvisés à l'instant avec l'énergie du moment. Et c'est comment revivre le slam au plus près des populations
démarche de proximité, énergie de partage. Et puis il y a ce nouvel album aussi, Ensoleillement. Quand on voit le cover, quand on voit l'affiche finalement, c'est assez antinomique. Il y a toi qui est à l'envers et il y a Djamil Mamangao qui, voilà, qui est juste à l'endroit. Comme pour dire finalement que c'est deux personnages antinomiques, celui qu'on voit et celui... Absolument. Et c'est la rencontre de ces deux perspectives-là qui font ma singularité, qui font l'énergie qui me guide et qui font ma quête intérieure permanente. Marcel. Djamil Mamangao, merci. Merci à vous aussi et c'est un plaisir d'avoir été là. C'était donc Djamil Mamangao dans votre télé. J'ai fait un tour sur ton site web personnel. J'ai vu à l'interface, bienvenue chez moi. Bienvenue chez vous, faites comme chez moi. Tout à fait. Et donc, Djamil Mamangao, vous êtes chez nous. Et maintenant, à l'heure là, tout s'arrête.